Si vous êtes souvent fatigué, les yeux qui piquent, besoin de boire un café dès les premières heures de la journée pour tenir jusqu'à midi, ou l'impression que vous ne serez plus jamais en forme, j'ai également ce problème, mais j'ai fait des recherches et je pense que tout ce que j'ai trouvé dans cet épisode vous aidera à aller mieux et à avoir un avenir où la fatigue ne fait plus partie du quotidien. C'est une heureuse coïncidence. Ce que nous devons faire pour survivre est également ce que nous devrions faire pour mieux vivre. Je suis Eve et ce podcast montre qu'adopter un mode de vie durable est meilleur pour soi, pour les autres et pour l'environnement. Et déjà, première chose, c'est que c'est pas un épisode qui va parler du sommeil, mais c'est un épisode qui va plus se concentrer sur le repos. Et bon, certes, le sommeil fait partie du repos, mais on va voir que ça va bien au-delà de ça et que c'est un problème que, alors j'ai pris ce sujet en me disant, oh, le repos, ça va être facile, enfin pas facile, mais ça va être court. Et puis je cherche, et je me dis, mais il y a tant de choses que ça à dire sur le repos. Et surtout que je trouve que cet épisode arrive bien, puisqu'on est voilà, en ce début de septembre, la reprise des cours, la reprise du travail. Peut-être que vous reprenez rien, mais bon, c'est quand même cette, cette atmosphère de rentrée, quoi, qui, bien souvent, arrive après des vacances qui n'ont pas été non plus... qui n'ont pas forcément été des plus reposantes. Donc reprendre un quotidien qui est censé... les vacances, repos, elles sont pas forcément reposantes, mais alors le quotidien qui n'est pas censé être reposant, c'est dur sur nous, pauvres petits êtres humains. Et alors pourquoi faire un épisode sur le sujet du repos dans un podcast qui traite plutôt d'adopter un mode de vie durable, et ben en fait c'est une des bases pour arriver à donner de son énergie aux autres et à l'environnement, c'est déjà d'être soi-même dans un état qui n'est pas végétatif, et qu'aussi, de manière générale, on a tendance à beaucoup accepter sans se questionner, à se dire c'est la vie, on est fatigué, voilà, il faut avancer et faire, mais qu'en fait, toutes ces... dans notre quotidien, sont immiscées un peu partout, des choses qu'on optimise, toujours vouloir faire un peu plus par-ci, par-là, et pour X raisons qu'on détaillera un petit peu plus tard. Et en fait, c'est très révélateur d'une société où on exploite le plus possible, et du coup, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les ressources diminuent. Et c'est peut-être aussi parce qu'on est sans cesse en recherche de plus d'efficacité, de plus optimiser, d'utiliser le plus possible pour consommer le plus possible. Bon, je schématise un peu, mais c'est ça. Et tout ça ne va pas de pair avec le repos. Donc, reposez-vous, la planète pourra se reposer également. Quelques petites définitions pour que nous partions sur de bonnes bases. Le repos, c'est soit l'immobilité, soit le temps correspondant à la cessation d'une activité fatigante. Donc, en faisant une autre activité. Donc, on ne se repose pas forcément toujours du travail. Et la fatigue, qui est un peu pourquoi on veut en général se reposer, qui est tout simplement la difficulté à continuer un travail physique ou intellectuel. Plus dur à découvrir celui-là. Donc, dans une première partie, on va voir que la fatigue est normalisée, puisque la suractivité l'est également. Et cela a des effets délétères sur nous, mais également sur l'environnement. Puis en deuxième partie, nous allons voir qu'en fait, il existe différents types de repos, et on sait pas vraiment, et du coup, on se repose en général mal, d'où la fatigue qui continue de nous accabler chaque jour. Donc je vais tous les expliquer, et comme ça on va voir un peu quel type de fatigue pour quel type de repos, et sortir de ce petit cercle vicieux de la fatigue. Sans plus tarder, passons à la première partie, donc l'état des lieux. Ce n'est pas normal d'être fatigué. Déjà, parce que quand on dit ça, si quelqu'un vous dit « Ah, mais c'est normal d'être fatigué, c'est la vie », déjà, de quel type de fatigue parles-tu? Alias, on va voir la seconde partie du podcast d'Eve Jacquier sur le repos. Le problème, c'est que je pense que les personnes qui disent « Oui, c'est normal d'être fatigué »,
vois ça comme, bah, en fait, si t'es fatigué, tu te reposes, donc tout va bien. Tu te fatigues, puis tu te reposes et tu repars. Et en fait, c'est cette vision-là qui est pas bonne parce qu'en fait, on n'arrive pas à s'écouter et on attend d'être trop fatigué pour se reposer. Des niveaux de fatigue que même le repos ne peut pas suffire à régler. Donc c'est pour ça qu'on va voir déjà pourquoi socialement le toujours plus est plébiscité et la fatigue normalisée, puis ensuite que en réalité on s'écoute pas vraiment sur nos niveaux de fatigue et sur le moment où il faut se reposer. De manière générale, alors je vais beaucoup me concentrer sur le monde du travail, mais c'est bien vu de sacrifier son temps et son sommeil pour faire toujours plus. Et alors, il y a des exceptions, parfois il y a des managers qui vont dire: «Ah mais non, mais rentre chez toi, machin», et de plus en plus. Mais c'est quand même quelque chose qui socialement, on se dit: «Mais ah bah cette personne, elle est trop forte parce que elle arrive à faire, tant d'heures de travail, à donner sa vie là et à la fois, à gérer, d'autres choses, sa vie familiale et cetera». Et c'est pas tellement remis en cause. Enfin, quelqu'un peut s'inquiéter, mais ce sera jamais vu comme ah bah cette personne travaille mal parce qu'elle travaille trop, ou très rarement. Et, et ce qui est encore. Et du coup, il y a ce côté-là au niveau du travail, mais il y a aussi ce côté-là au niveau de la consommation. Parce que dans la vie, quelqu'un qui aura acquis beaucoup de biens, qui plus est cher, parce qu'il aura beaucoup et bien travaillé ou hérité d'une famille riche, mais bon, si, imaginons, il aura beaucoup travaillé et donné sa vie au travail pour acquérir tous ces objets, bah il va susciter pas de l'émerveillement, mais il va susciter, enfin les personnes qui vont le voir vont être impressionnées. Donc, quand on voit, je sais pas, la voiture de la personne ou des choses comme ça, c'est jamais sous un regard négatif. On se dit: «Ah oui, c'est tel modèle, ah oui, t'as pu acquérir, tel objet d'art», ou je sais pas, mais c'est enfin il y a des gens qui sont enfin les personnes qui sont ostentatoires, c'est pas pour rien, quoi. C'est pour montrer que, bah, elles ont gagné suffisamment pour avoir tous ces objets. C'est vraiment sacrifier de son temps et du coup souvent de son temps de repos, juste pour avoir les codes du statut social qu'on recherche. Et en fait, ce sacrifice de temps, de faire des heures supplémentaires, voilà, quand on est en études, bah oui, tu dors moins parce qu'après tu pourras accéder à tel poste si là tu fais le sacrifice maintenant, et cetera. C'est Personne se dit: «Bah, ah bon, peut-être que on pourrait est-ce qu'on pourrait, finalement, avoir, un mode de vie sain et tout de même apprendre?» Bah non, on se dit: «Non, il faut choisir les meilleurs, et cetera», et c'est, c'est ceux qui survivront à ces études-là et à des premiers jobs, assez extrêmes qui resteront après dans le haut du panier et pourront accéder à des postes à haute responsabilité, des postes à haute responsabilité où c'est toujours le même engrenage de bah, ne jamais avoir le temps de rien. Et, et alors je pense qu'il y avait des personnes qui aiment juste le pouvoir et la responsabilité, etc. et que c'est pas juste une question de pouvoir s'acheter telle ou telle chose. Mais, mais déjà ça, à quoi bon, quoi? Parce que faire tous ces sacrifices de temps. Du coup, après, ça va plus loin hein, que juste le repos, mais même si on parle que du repos, être toute sa vie fatigué, alors que c'est pas forcément nécessaire pour répondre aux besoins, à nos besoins primaires et à nos besoins de sécurité, même de confort ou quoi, où on pourrait, avec moins, vivre sans souffrir, et que c'est juste du superflu de consommation, ça fait peur un peu. Enfin, je me dis. Enfin, c'est quoi le but dans la vie est limité, quoi. Ce qui est un peu difficile, c'est que au début de notre vie où on n'a pas de sous, bah, c'est très attrayant des postes pour, comme ça, pour tout de suite mettre le pied à l'étrier et pouvoir consommer entre guillemets normalement et envisager pourquoi pas d'acheter une maison ou quoi. Mais sauf qu'après, on n'en sort jamais, quoi. En fait, il y aura toujours une bonne raison pour se dire, bah, il faut bien que j'ai ce travail-là pour obtenir telle ou telle chose. Mais sauf que, bah, il y a bien des personnes qui arrivent à avoir un équilibre
correct. Enfin, je veux dire, le burn-out n'atteint pas tous les Français. Et sauf que ces personnes-là qui travaillent de manière raisonnable et qui cherchent à moins travailler pour avoir plus de temps pour faire des activités reposantes, et on va voir plus tard que ça peut être très divers et varié, et ben souvent dans la société, c'est vu comme les personnes qui ont pas d'ambition ou alors qui sont plus fainéantes ou qui sont pas capables d'encaisser beaucoup d'heures de travail. Et, et c'est dommage parce que finalement, de nos jours, c'est peut-être ces personnes-là qui sont les plus courageuses de réussir à se dire bah non, en fait, je veux pas être esclave de ma fatigue. Et sauf que bien souvent, enfin moi par exemple, quand j'ai eu un moment où j'étais vraiment au bout et que je venais de rattaquer un master en alternance, et c'était pas forcément un rythme plus élevé que ce que j'avais avant, mais c'était pas quelque chose qui me plaisait forcément ou quoi, et j'étais vraiment à deux doigts du burn-out quoi. Et en fait, j'ai attendu d'être vraiment au bout de ma vie, d'avoir des symptômes physiques à n'en plus finir, et d'être mal pour comme prouver à, à mon entourage, ou alors que personne m'a rien demandé, hein, mais comme pour prouver que bah, comme j'étais à deux doigts de craquer et de finir en hôpital psychiatrique, non j'exagère, mais comme j'étais à deux doigts de craquer, et bah j'avais le droit d'arrêter, j'avais le droit de souffler, j'avais le droit de changer de voix. Et en fait, c'est toujours ça qui se répète, c'est toujours bah ah bah elle a fait un burn-out, ah bah elle a changé d'emploi, ah c'est bien. Et on se dit, et c'est normal qu'on se dit ok, enfin non, on se dit pas c'est normal sur le coup, mais je veux dire c'est normalisé. Et sauf que quelqu'un qui sent que ça va pas et qui change de travail, on va plus avoir la petite réflexion de il est pas très courageux, ou alors bon, quand même ses horaires c'était pas si terrible que ça, pourquoi il y arrive pas et tout. Et il y aura toujours un espèce de jugement négatif sur les personnes qui arrivent à s'écouter et qui arrivent à changer avant que ce soit trop tard. Et en vrai, toute la logique aussi d'avoir les moments où on travaille, où on est à l'école, de se dire qu'on attend les vacances, qu'on attend le soir, qu'on attend la retraite, et qu'il faut tenir jusque-là, je trouve que c'est une vision mais tellement pessimiste. La société s'est fait comme ça, tout le monde n'a pas un travail qu'il aime, mais en fait je trouve que c'est... Il y a certaines personnes qui veulent même pas de ça, c'est juste pour elles le travail, bah oui ça doit être pénible quoi, c'est un travail, ça doit forcément être pénible, et tu dois tenir le coup et accepter d'être fatigué pour ensuite pouvoir avoir ta pause. C'est hyper décourageant en fait de se dire bah on est né dans une société où tu dois sacrifier ton sommeil et du coup ta santé et ton repos pour réussir socialement, et on enjolive l'image de la réussite financière et matérielle, alors que la réalité c'est juste bah, des personnes qui ont jamais le temps de profiter de ce qu'ils ont, à part bon, les héritiers tout ça, mais c'est pas une vie de rêve quoi. Et pourtant, on nous la vend telle quelle, et si on cherche pas à l'atteindre, c'est vu comme encore une fois, un manque d'ambition, ou alors une personne qui en est juste pas capable, quoi. Mais franchement, je sais pas si vous vous reconnaîtrez dans le fait de, par exemple, devoir boire un café le matin pour tenir la journée, et même après un midi et tout, mais il y en a vraiment, ils tournent au café parce que la fatigue... Déjà, là, je pense que j'ai une tête de fatiguée déjà, alors que je suis pas si fatiguée que ça. Mais moi, j'ai souvent une tête de fatiguée. Mais alors que la fatigue à terme, bah juste ça nous fait mourir plus vite quoi. Je sais plus qui disait oui on dormira quand on sera mort. Mais ceux qui disent ça, bah ils vont mourir plus vite. Et, et sauf que bah comme ça nous permet après d'avoir telle ou telle évolution de carrière, et bah ça justifie tout ça. Et je sais plus qui me racontait que quelqu'un dans sa famille avait travaillé toute sa vie, bah, comme j'ai décrit là, fatigué, et qu'en fait, quand il est arrivé à la retraite, c'est comme si tout relâchait et il est mort très rapidement. Genre, il a même pas profité, quoi. Il a travaillé pour mourir. Donc bon, j'ai peut-être envie, moi, de réussir à trouver un métier où je travaille, mais en respectant mes rythmes pour déjà apprécier ce que je fais, et juste, bah,
dormir et ne pas, mourir tôt. Je sais pas si c'est beaucoup demandé, en vrai. Je ne veux pas mourir tôt, les gars. Est-ce qu'on peut arrêter de normaliser la machine à café au bureau? Et aussi, ce que je trouve un peu, de plus en plus compliqué, c'est que même au-delà de son temps de travail, tout est un peu regardé. Quand, par exemple, on prend, des semaines de 2 semaines de vacances au travail, bah, on va forcément devoir dire ce qu'on a fait et il y a des ch je sais pas si vous voyez, mais il y a des choses qui sont plus ou moins bien vues sur la manière dont tu alloues ton temps, hors entreprise. Ça va pas être, explicite, mais il y a ce petit truc de, bah, est-ce que tu as fait quelque chose d'enrichissant? Est-ce que tu es parti quelque part? Enfin, il y a toujours, en fait, ce regard et même sur LinkedIn, les gens commencent à poster aussi des trucs perso pour montrer que même, en fait, quand tu es dans tes trucs perso, bah, tu es une personne pas intéressée, mais une personne qui s'intéresse aux choses, qui s'arrête jamais, en fait. C'est même les CV, enfin, tout ce concept, en fait, pour se différencier les uns des autres, de faire le plus possible. Il faut pas de trous sur le CV. Bon, s'il y a des trous, il y a des trous, mais c'est il y a quand même cette mini pression de bah, comment tu justifies un trou. T'as pas le- c'est compliqué hein, de se dire ok et mais du coup pendant ton année là en licence pourquoi t'as pas fait du bénévolat à côté, enfin c'est des petits trucs comme ça et en fait alors c'est des choses qui sont bien, faire du bénévolat c'est tout à fait honorable, en plus je vais en parler plus tard vraiment les bienfaits donc voilà, mais c'est en fait dans la globalité de la chose, des langues parlées, des loisirs, mais c'est tout pour remplir, tout pour dire, «J'ai fait le plus possible» et ça va impressionner et on va moins rechercher peut-être la qualité de ce que ça a apporté ou vraiment si on a aimé le faire. Enfin, je sais pas, en fait, c'est beaucoup de pression pour rendre tout ce qu'on fait utile aux yeux de l'employabilité et du coup, ça se retranscrit aussi dans les infos qu'on est censé savoir, les événements auxquels on est censé être allé. Et il y a un peu cette peur de ne pas avoir été au courant de quelque chose, de ne pas avoir assisté à tel ou tel événement, ce qui met une pression supplémentaire en dehors du travail dans notre vie pour rester connecté. Et rester connecté, c'est le repos ne vient pas de là. Pourquoi? Parce que c'est surtout par pression sociale et pas par réelle envie, alors parfois si, mais souvent plus par obligation que par, réel désir de faire ces choses-là. Et il y a une citation de George Sand que j'aime bien où elle dit: «Le repos est un rêve, la vie est un orage», et je me dis: «Mais si elle disait ça à l'époque, mais que dirait-elle maintenant?» Elle dirait: «Mais la vie est un ouragan!» Vraiment, c'est et ça me saoule encore ce truc de se dire que le repos, c'est que dans nos rêves, quoi. Je me dis, mais faisons de nos rêves une réalité, soyons reposés. Ça, c'est quand même pas trop demander, je veux juste être reposée au quotidien. Et surtout qu'il y a des études qui ont été menées et qui ont montré que, en fait, avoir un travail où il y a beaucoup de stress, c'est un beaucoup plus gros facteur de tristesse qu'un travail où on gagne moins. Et pourtant, si on laisse les gens choisir entre un travail où tu gagnes plus et t'es plus stressé et un travail où tu gagnes moins mais t'es moins stressé, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes vont choisir le plus et plus stressé parce qu'ils se disent oui bon bah je vais encaisser mais au moins j'aurai ça. Parce qu'en même temps, bah, la vision de la société de la réussite sociale fait que. Ce que je trouve aussi fou, c'est qu'il y a certaines personnes, et ça j'ai remarqué en fait dans ma vie, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas quoi faire si elles ne travaillent pas sur une longue période. Et en fait, je me dis, mais c'est peut-être le résultat de temps donné dans les cours et après dans trouver un job. Et à donner tellement, en fait, on oublie ce que nous-mêmes, on aimerait faire. C'est comme si on n'avait plus d'envie propre. C'est quand même fou de se dire qu'il y a des personnes qui, si elles ne travaillent pas, ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui m'ont mis en garde quand j'ai voulu arrêter mon master et mon alternance
pour me consacrer à mes projets de podcast, qui m'ont dit, bon déjà, ils avaient peut-être pas bien compris que je me consacrais à mes projets de podcast, mais du coup pour aller au chômage, qui ont dit, mais tu vas voir, le chômage, c'est pas si facile que ça, tu vas ressentir du vide, t'ennuyer et tout. Mais vraiment, je ne pensais en fait, quand je tombais des nues, je ne pensais pas que c'était possible de s'ennuyer sans le travail. Je me disais: «Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la vie». Je peux sortir faire une randonnée, 3 jours, je peux m'inscrire dans une association, apprendre à jardiner, je sais pas, aller nager, je sais pas, enfin il y a tellement et au-delà de juste rester, voilà, toute la journée devant une série, mais même si c'est ça, bah, voilà, tu t'ennuies pas, tu regardes une série, mais bah, peut-être qu'en fait, si, il y a des gens qui si on leur dit pas quoi faire, bah, il y a plus de sens et en même temps, je trouve ça, c'est vu comme normalisé du coup, enfin personne s'en j'ai vu personne jusqu'à présent se dire mais à part une amie à moi avec qui j'ai en parlé, mais se dire: «Bon, c'est quand même bizarre». Mais ça en dit long sur notre libre arbitre, quoi. Genre, ça veut dire qu'on est là, qu'on nous apprend des trucs et après on nous dit quoi faire toute notre vie. Et s'il y avait pas les autres, on saurait pas quoi faire, on serait juste là. Bah non, s'il y avait pas les autres, on apprendrait à nous connaître et à savoir ce qu'on aime faire, quoi. Genre, tu m'étonnes que les gens, ils trouvent pas un travail qu'ils apprécient vraiment si, en dehors du travail, ils se disent, bah, je sais pas quoi faire de ma vie. C'est quand même, et c'est pas la faute de ces personnes-là, hein, mais c'est juste le système qui a été fait ainsi que, bah, au final, on prend jamais le temps de savoir ce qu'on veut vraiment. Genre, tout le monde est choqué en mode: «Ah mais tu tel âge et tu sais pas quoi faire?» Bah, en même temps, à quel moment j'ai pu m'en rendre compte? Est-ce qu'il y a 3 ans de la vie des citoyens qui sont dédiés à tester, 15 métiers, par an pour savoir ce qu'on aime? Bah non. Du coup, comment tu veux qu'on sache? On imagine, bon voilà, on a quelques appétences et tout, puis après on prend le truc le moins pire et peut-être qui est le plus confortable. Mais au final, après, ça reste sur des choses, où on voit pas trop le problème au début, puis on se dit: «Bah, burn-out», voilà. Et pourquoi aussi c'est tourné en ce sens? Parce que ce que je viens de dire, ce serait peut-être pas la chose la plus efficace à faire pour la croissance infinie de notre pays. Et qu'en fait, c'est normalisé. J'ai l'impression que toutes ces choses sont normalisées et que la réponse, c'est toujours l'efficacité. De se dire: «Oui, mais si tu fais ça, ce sera moins efficace». Et je me dis, au bout d'un moment, faut peut-être arrêter de tout remettre sur l'efficacité. Genre, pourquoi c'est si important d'être efficace? Surtout que, bah, à trop chercher l'efficacité, bah, au bout d'un moment, juste, tu casses les choses et tu peux même plus les faire, quoi. Genre, les gens qui sont en burn-out, ils peuvent pas travailler, c'est impossible. Et, et du coup, là, j'ai écrit un petit truc, parce que quand j'ai écrit les idées de mon podcast, je me suis dit, non, mais l'efficacité, ça me saoule. Donc j'ai dit, au bout d'un moment, il faut se choisir l'indépendance à l'efficacité, la création à l'efficacité, l'erreur à l'efficacité, l'apprentissage à l'efficacité. Là, je fais référence à ChatGPT, attention. Le plaisir de faire quelque chose à l'efficacité, c'est-à-dire à son rythme. Et surtout, le repos à l'efficacité. Accepter de prendre des vraies pauses. Mais ça, on en parlera plus tard, mais c'est un vrai défi. Et là, ce petit résumé de tout ce que j'ai dit, qui d'ailleurs est très ressemblant aux différents types de repos après, on se dit, bah... Et je pense que si vous réfléchissez dans les jours qui suivent après avoir écouté le podcast, que d'ailleurs vous n'êtes pas obligé d'écouter en une seule traite, moi je fais pas ça avec mes podcasts, j'écoute en plusieurs fois, mais dans les jours qui suivent, peut-être essayer de réaliser ce que vous faites qui est tourné vers l'efficacité et rien d'autre. Et en fait, dans notre vie, on peut s'apercevoir qu'il y a énormément de choses qu'on fait, pas parce que c'est plus amusant ou c'est plus joli ou quoi, mais parce que c'est plus optimisé, plus efficace. Et moi, la première, par exemple, là, je pense au transport, bah souvent, en fait, je vais juste prendre le plus court. Il y a pas de... C'est juste le plus court, tout calculé, etc. Et il n'y a pas de... Bah, je vais peut-être essayer d'aller dans une direction et de marcher sans regarder mon téléphone, du coup, pour être sûr d'être au plus court et de pas forcément peut-être de prendre une station de métro en moins ou des choses comme ça pour découvrir d'autres rues.
parfois je le fais. Parce que depuis que je travaille sur cet épisode, je me dis: et si j'appliquais mes conseils à moi-même? Et ça marche, c'est bien. Et par exemple, je trouve que bon, alors là, c'est une idée qui peut pas forcément être applicable, mais qui, moi, idéalement, dans un monde utopique, me plairait bien, c'est d'adapter son travail en fonction du temps. Et de se dire que, bah, par exemple, là, aujourd'hui, il pleut, bon, bah, je suis bien contente de travailler toute la journée et de pas sortir dehors. Mais par exemple, hier, j'étais en premier jour de règles. Bon, aujourd'hui, c'est pas non plus la joie, mais voilà. Et du coup, ben, j'ai pris des pauses plus longues que d'habitude parce que bah, j'étais vraiment fatiguée et j'étais en premier jour de règles, quoi. Et je me suis dit, mais en vrai, j'ai de la chance de pas me mettre une pression sur garder le même rythme en fonction de mes cycles. Et ça, c'est tellement quelque chose de... Bon, alors là, je parle de deux choses, du coup. Le temps, parce que voilà, bah, s'il fait beau, j'aimerais me dire, ok, bah, je sais pas, de 14h à 15h, je vais marcher, et puis au final, je travaillerai une heure de plus de 21h à 22h quand il fera nuit. Et pareil pour les règles, je me dis, bah, si le premier jour de règles, je suis à plat, bah, peut-être que du coup, je pourrais travailler le samedi. Et ça me dérangera pas parce que le samedi, de toute façon, il pleut. Et que mon premier jour de règles, j'étais bien contente d'être sur le balcon à prendre le soleil. Enfin, c'est tout bête ça. Et puis, bon, c'est compliqué, je pense, de mettre en place quand on est dans une entreprise avec plein de personnes. Mais c'est pas non plus impossible. Et il y a déjà des réflexions qui sont faites par rapport à ça, hein, de mettre par exemple, le congé euh, mensuel, etc., pour les personnes qui ont leurs règles, mais bon, faut prouver, etc., que t'as vraiment des problèmes, machin, et vraiment des douleurs. Mais, euh, mais en fait, ouais, c'est parce qu'aussi, il y a peu de confiance, mais ce serait... ça demanderait une organisation en plus de flexibilité et moins d'efficacité, certainement. Quoique, au moins, les gens seraient heureux en revenant au travail, ils auront bien pris le soleil. Et pour parler maintenant un peu du fait qu'on a du mal à connaître nos limites, et qu'on cherche à toujours faire plus, c'est que déjà, bah, il y a des personnes qui sont addictes au travail et qui arrivent juste jamais à décrocher, c'est même maintenant qu'en plus il y a sur le téléphone et tout les choses de l'entreprise, enfin, c'est fini quoi, la limite est trop dure à respecter. Et bien souvent, en fait, on n'a plus cette sensation d'avoir trop de temps et on n'a plus cette sensation de ne pas savoir quoi faire. Tout est tout le temps très rempli, encore une fois optimisé. Ce qui explique aussi que quand on se retrouve avec beaucoup de temps d'un coup, on se dise mais que faire? On a plus cette habitude-là. Et le problème d'avoir une vie trop remplie comme ça, c'est que notre énergie, elle a une limite. Et à ajouter sans jamais prendre de pause mentale, ça emmène à des dépressions, etc. Et ensuite, quelque chose pour les limites qui aide pas, c'est que même si on prend des pauses, bah, c'est jamais des vraies pauses parce que c'est toujours lié aux distractions. Et par exemple, tu vas prendre ta pause manger, mais tu regardes une série en même temps, bah en fait ton mental il est encore stimulé, même si la série c'est moins pire que ton téléphone avec toutes les notifications et être sur des vidéos courtes, etc. Mais quand même, le fait de faire deux choses en même temps, bah du coup t'es plus en pleine conscience et t'apprécies pas genre le moment seul de manger. Et ce qui est embêtant et paradoxal, c'est qu'en fait ça coûte aucun effort et on se dit même, bon bah voilà, je débranche un peu mon cerveau mais ça le stimule quand même et du coup c'est pas quelque chose de reposant et les écrans en général en fait c'est pas reposant et ça continue à stimuler notre cerveau et du coup d'où le fait qu'on ne s'arrête jamais même si on n'est pas sur un sujet par exemple du travail. Il y a quelque chose qui est mal compris, du coup on verra aussi beaucoup en seconde partie, c'est que quand on a le repos de juste je rentre, je m'assois sur le canapé et je pose mon cerveau et c'est fini, en consommant ce qui est sur les écrans. Ça guérit du repos physique, mais pas des autres... ça guérit de la fatigue physique, mais pas des autres types de fatigue. Et en fait, de nos jours, on est très rarement fatigué physiquement. On peut l'être, hein. Il y a plein de gens qui sont fatigués physiquement, c'est plein de métiers et tout. Mais en France, il y a énormément de travail tertiaire et on n'est pas fatigué physiquement. On a l'impression d'eux, mais en fait, non. Et pour vous montrer que c'est pas qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui consomment, il y a un tiers des Français qui utilisent Netflix. Et du coup, de ces Français qui l'utilisent, ils regardent en moyenne 3 heures de contenu par jour. Je sais pas si on se rend compte, mais là, les chiffres disent qu'il y a un tiers des Français
qui regardent 3 heures de séries par jour. Et ça, en fait, bah, si t'as un travail, c'est juste pas... Enfin, tu t'as plus aucun moment de repos mental. Tout est pris, quoi. Donc ça confirme ce que je dis. Et surtout qu'on peut se dire, ah oui, mais c'est qu'un tiers des Français et tout qui ont Netflix. Mais il y a d'autres plateformes de streaming. Un tiers des Français utilisent également Prime Video. Mais du coup, ça, je sais pas si c'est deux tiers, ça fait pas un tiers pour un tiers, parce que certainement des personnes de Netflix qui utilisent aussi Prime Video. Et il y a presque 20% qui utilisent Disney+. Donc sur ces plateformes aussi, ils risquent de beaucoup consommer. Et puis sans parler aussi d'autres plateformes encore de streaming plus petites et du streaming illégal. Et puis je pense que du coup vous vous reconnaîtrez, mais on décroche très rarement de tout ça, quoi. Et encore une fois, l'addict aux distractions, de ne pas pouvoir faire quelque chose dans sa vie sans avoir euh, un podcast ou une série ou quelque chose à regarder et écouter en même temps. Et au niveau des réseaux, les Français passent en moyenne 53 minutes par jour sur Instagram. Donc les Français qui ont Instagram, of course. Donc c'est quand même conséquent aussi, hein, parce que là, sur Instagram, c'est vraiment de l'abrutissement pur et de la suractivité mentale, même si ça en a pas l'air, et qui montre bien que on connaît pas nos limites, quoi. Ou alors on les connaît, mais on n'arrive pas à les respecter plutôt. Et je trouve que c'est aussi bien pour se dire, en fait, si on est honnête avec nous-mêmes, est-ce que vraiment on n'a pas le temps de se reposer ou est-ce qu'on privilégie les plaisirs faciles? Parce que on sait très bien que ceux qui ont créé tous ces trucs hyper addictifs, eux, ça rentre pas dans leur maison, quoi. Et du coup, si c'est quand même terrible de se dire qu'on subit la création de quelqu'un qui, elle, ne subit même pas ce problème-là. Et ça donne envie d'arrêter, hein. Moi, tous les jours, j'ai envie d'arrêter les réseaux sociaux. Un jour, je le ferai, certainement. Je sais pas ce que mon projet de podcast va donner, ou si un jour, peut-être que je ferai que des vidéos longues et je ne posterai plus rien sur les réseaux, etc. Ou que j'arrive à trouver un entre-deux et me dire, ok, vraiment, limiter. En fait, si on n'enlève pas, c'est dur de le limiter. Mais bon, ça, c'est un tout autre sujet, un tout autre débat. Maintenant, j'ai un petit peu parlé de philosophes, parce que je me suis dit, il y a certainement des philosophes qui ont dit des choses sur le repos, et si je regardais ce qu'ils ont dit. Il y a Kant qui dit qu'il faut travailler pour avoir un bon repos et bien dormir, car plus on ne fait rien, plus c'est difficile de le faire. Et alors là, je suis d'accord avec lui, alors que ça va à l'encontre de ce que je dis depuis tout à l'heure, mais je suis d'accord avec lui dans le sens du repos physique, de se dire que effectivement, quand t'as travaillé à la mine, et que tu remontes et que tu dors, là, t'as un sommeil réparateur. Mais je suis pas d'accord sur les autres types de repos qui, eux, vont plus te faire cogiter, qui, eux, vont énormément te faire cogiter et rendre difficile le sommeil ou le repos. Et quand il dit, ah oui, quand il dit, bon, petit jeu de mots, quand il dit bien dormir, quand il dit plus on ne fait rien, plus c'est difficile de faire, ça je pense qu'on a tous connu ce truc de, ou peut-être pas tous connu, mais en tout cas moi je l'ai connu, ce truc de tu passes ta journée à rien faire, je sais pas, c'est samedi, puis t'as la flemme, il pleut et tout, tu regardes des séries, etc. Même s'il fait beau en fin d'après-midi, tu seras déjà fatigué et enfin l'énergie entraîne l'énergie, quoi, et c'est ce qu'il dit. Et, et je suis plutôt d'accord avec ça, et c'est pour ça que dans mes propos, et on va le voir après dans les différents types de repos, j'ai hâte d'aborder cette partie, que en fait se reposer, c'est pas être fainéant, et c'est juste choisir de faire les bonnes choses pour nous, et pas être fainéant, quoi. C'est pas se reposer, ça veut pas dire du tout ne rien faire et juste être là, quoi. C'est être actif aussi dans un sens, à part quand on dort, mais c'est surtout pas forcément consommer des distractions. En fait, là, on est dans un extrême et il faut pas aller dans l'autre extrême, mais il faut trouver le juste milieu et savoir s'écouter et faire les activités qui nous permettent de tenir heureux dans la durée, quoi. Ensuite, Marx, bon, philosophe comme un autre, il dit qu'on voit le repos comme le fait de recharger ses batteries pour encore travailler, rendant floue la frontière entre le travail et ta vie. Et il dit que le repos est intégré à la stratégie professionnelle. Et je trouve que de nos jours, ça résonne pas mal, parce que même moi, en fait, je me suis dit, c'est vrai que j'ai déjà raisonné comme ça.
je me disais: «Bah, OK, là, que je travaille de temps de ça à ça, puis là je pourrais me reposer à tel moment pour pouvoir ensuite, de nouveau travailler sur ça, 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 dormir, ce minimum d'heures pour être, enfin, comment dire? Pour pas être trop morte le lendemain pour réenchaîner et je me dis: «Mais c'est vrai qu'en fait, c'était pas, je me reposais pas parce que, bah, c'est moi et c'est la vie et pour vivre, bah, il faut dormir». Mais c'était intégré dans une logique de réflexion pour que mon travail, pour que je puisse faire mon travail et c'est vrai que c'est souvent, en fait, qu'on utilise le repos comme le strict minimum pour pas craquer et bah, parfois, en fait, on ne sait pas où est la frontière du strict minimum, du coup, on craque. Mais du coup, ça rend difficile les vraies pauses et encore ce problème d'utilité. Genre le repos a une utilité, on se repose pas sans aucune arrière-pensée par rapport à quoi que ce soit, juste pour, avoir les bienfaits du repos. Il y a l'utilité derrière de se dire: «Mais c'est pour après réussir le travail que je veux entreprendre». Ce qui est après pas une mauvaise chose en soi, parce que c'est mieux que rien quoi, que de se dire, «Oh mais j'ai pas besoin de dormir et tout», oui. Si vous si vous raisonnez comme ça, continuez en soi, mais c'est peut-être un peu renverser la chose et se dire: «Bah, je me repose parce que c'est la vie et je dors parce que j'ai envie de dormir, mais c'est pas, corrélé au travail, c'est juste pour moi et pas pour être bien au travail». Même si en soi, c'est aussi pour être bien au travail, mais il faut pas que ce soit le la chose, 1re qui vient à l'esprit. Et juste pour avoir des chiffres, concernant le burn-out, parce que depuis tout à l'heure j'en parle, mais au final, qui fait des burn-out? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de global ou est-ce que ça va? Et ben en 2025, un tiers des Français déclarent avoir vécu un burn-out. Mais alors, je ne sais pas, vécu d'un burn-out en 2025, c'est dans leur vie. Et et je me dis: «Mais est-ce que c'est les un tiers qui ont regardé Netflix, qui se sont dit: "Ah non, j'en peux plus, j'enchaîne"?» je me lève, RER, travail, RER, Netflix, RER, travail, RER, Netflix, on n'en peut plus. Non, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même beaucoup, quoi. Un tiers. Donc bon, ce podcast, c'est d'utilité publique. Écoutez-moi pour, pour ne plus faire de burn-out. Non, mais burn-out, c'est parce qu'il y a aussi plein d'autres raisons, c'est pas que le repos. Mais écoutez-moi pour être reposé. Ensuite, j'ai réfléchi un petit peu à est-ce qu'il y a une raison valable pour dire que oui, il faut, c'est pas grave d'être fatigué et que c'est la vie et qu'on continue ainsi. Et je me suis dit peut-être le fait que bah, il faut travailler beaucoup pour nourrir tout le monde, mais ça je me dis bon bah, peut-être que si c'était le cas, on créerait pas les laboubous et du coup on aurait plus de temps pour nourrir tout le monde. Et je pense qu'en fait, effectivement, c'est ça quoi, on travaille énormément, mais pour aussi faire des trucs de consommation ou des choses qui sont pas utiles, et qui même desservent à l'humanité. Donc je sais pas, c'est je pense qu'on peut travailler, tout en aimant, faire ce qu'on fait et à notre rythme, et répondre aux besoins de base et même aux besoins, à toute la pyramide des besoins de Maslow. Mais par contre, j'arrive à voir les problèmes que cela cause. Comme j'ai déjà dit, la fatigue est un frein à tout. Et on n'est pas disponible du coup à changer, à se remettre en question, à réfléchir sur les choses ou quoi. On n'a pas l'énergie à accorder à ça et ce qui entraîne une certaine stagnation, que ce soit au niveau politique, social, mode de vie, etc. Et du coup, forcément, ça n'aide pas pour l'environnement parce qu'on reste dans ce qu'on a connu. Et en général, ce qu'on a connu, c'est pas forcément le mieux pour l'environnement parce que bah, on est tous en train d'évoluer. Il y a le lien entre surconsommation et productivité, et du coup, on se crame nous et la planète. Et, et pourtant, en plus, on le voit, plus de productivité, ça veut pas forcément dire plus de bien-être. Et après, le but, c'est pas non plus de régresser, mais juste de grandir dans les zones qui favorisent notre bien-être. Et on peut se dire, oui, mais bon, on produit un produit, mais il y a bien des gens qui achètent. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que la demande sur tout ce qu'on produit au début, elle n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est terrible le marketing, parce on nous crée des besoins et ça gâche tout, quoi. Parce qu'après, bah, il y a des déchets, de la pollution, etc. à n'en plus finir pour des besoins qu'on n'avait même pas de base. Et je trouve ça hyper. Enfin, on joue contre notre camp, quoi. Et en plus, du coup, paradoxalement, on épuise les ressources
et elle se régénère pas assez vite et que du coup, on sait qu'au bout d'un moment, bah, juste, on pourra plus, suivre les mêmes cadences. En fait, on pousse, on pousse, on pousse jusqu'à la rupture et c'est pareil avec les gens. Alors, on pousse, on pousse, on pousse jusqu'au burn-out et sauf que, bah, du coup, dans une société où il y a plein de personnes qui sont en burn-out, bah, forcément, t'es moins productif et ça coûte déjà des sous pour soigner ces gens-là et ça fait juste que ton pays a des personnes qui sont pas en bien-être, quoi. Le bonheur national brut est pas bon. Et dans la société, comme le repos est vu comme quelque chose de pas efficace, bah, il y a plein de choses qui ont été supprimées parce que c'était pas assez productif. Par exemple, la régénération des sols, ça c'est hyper important de laisser le temps au sol de les jachères, tout ça. Et puis en fait, ça a beaucoup été supprimé parce qu'on ne prenait pas en compte, bah, par exemple, tout l'aspect de la biodiversité, tout ça, et qu'on voyait juste bah, un terrain qui servait à rien, quoi. Et ensuite, à toujours être fatigué et sous l'eau, bah, juste sur alors ça a, des impacts au niveau de la santé et cetera et ça a aussi déjà on le dit, hein, que quand tu malade, bah, faut juste se reposer. Bah, peut-être si on se reposait plus souvent, on tomberait moins malade. Mais, mais ça nous rend aussi, moins enclin à aider notre prochain et que ce soit quelqu'un d'inconnu ou un proche, on est moins disponible pour donner de notre temps. C'est OK de temps en temps parce que, bah, on n'est pas à la disposition de tout le monde, il faut pas tomber dans l'extrême inverse. Mais quand c'est, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au bout d'un moment, c'est peut-être qu'aussi, et ça fait du bien de donner, de son temps et cetera à quelqu'un d'autre. Et c'est dommage de se dire qu'on a moins de temps pour nos amis parce qu'on est rentré dans cet engrenage du toujours plus, quoi. Mais qui est, encore une fois, très difficile à quitter. Et c'est pour ça que je vais essayer de donner, après, la deuxième partie, des astuces qui peuvent être intégrées au quotidien et au-delà du travail, parce que bah, vous n'allez pas juste quitter votre travail ou ce que vous faites, mais peut-être aider à côté à ce que ce soit moins terrible. Voilà, ce qu'on veut, c'est un équilibre vie pro, vie perso, pour avoir un jour l'espoir de vivre une vie où on n'a pas besoin de café dans notre vie. Déjà, café, mauvais pour l'environnement, mauvais pour nous, on arrête. Passons sans plus longtemps dans la deuxième partie, nos actions ont de l'impact, comprendre les différents types de repos. Donc enfin, on rentre dans le vif du sujet. Peu de personnes savent bien se reposer, mais heureusement, ça se pratique. Et heureusement, je suis là pour vous dire les différents types de repos selon les différents types de fatigue. Parce qu'en effet, j'aimerais qu'on aille tous vers une vie pleine d'énergie, de curiosité et de positivité, où la réussite ne se définit pas selon toutes les choses que l'on accomplit, mais selon notre niveau de sérénité. Ce serait, mais, quelque chose de pas si facile à mettre en place. Déjà, petit point sur le sommeil, parce qu'il y a différentes sources de fatigue, et le sommeil... Alors, bien que ce soit hyper important de dormir, et de bien dormir, et de dormir profondément, ce n'est pas la seule manière de se reposer. Et ce qui est bien, c'est que tout ce qui est à faire pour se reposer est aussi en adéquation avec les choses à faire pour avoir un bon sommeil. Parce que avoir un bon sommeil, il y a des règles à respecter qui sont pas toujours faciles. Par exemple, avoir une chambre sans lumière, qui soit hyper bien insonorisée. Par exemple, moi j'ai ma chambre qui est pas du tout insonorisée et quand il y a des personnes qui parlent tard la nuit, ben ça me réveille et du coup j'ai un mauvais sommeil. Mais bon, ça c'est des choses qu'on peut pas contrôler, mais toutes les autres choses que je peux contrôler, je me dis bon bah je les contrôle. Les rideaux, je les tire. Je me prends pas de repas trop lourd le soir. Je n'utilise pas les écrans 1 heure avant de dormir, etc. Et en vrai, mon sommeil en ce moment est assez lourd. J'ai eu une semaine où j'ai eu beaucoup de stress et c'est très difficile. Mais là, je retrouve un rythme de vie sain et qui me convient et où où je respecte toutes les consignes des docteurs pour le sommeil et ça marche quoi. Donc c'est déjà la base pour un repos physique. Passons sans plus attendre au pro. Donc il y a 7 formes de repos qui nous sont indispensables: le physique, le mental, l'émotionnel, le social, le spirituel, le créatif et le sensoriel. Passons au repos physique. Donc les symptômes, c'est envie de dormir en pleine journée. Et les solutions, c'est dormir. mais pas que, c'est dormir. Donc avec toutes les petites astuces que je viens de donner précédemment. Aussi faire la sieste en journée de 20 minutes, voilà, ça aide. Hop, 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 on se réveille et ça va un peu mieux. Et c'est aussi tout simplement de s'allonger
Parce qu'en fait, il y a les surrénales, les petites glandes situées juste au-dessus des reins, qui lâchent des hormones très importantes dans le système sanguin, comme l'adrénaline et le cortisol. Et en fait, on a besoin d'être à l'horizontale pour récupérer. Donc, même si vous, par exemple, faites des insomnies ou quoi, et ben le fait de rester allongé et d'essayer de dormir en étant allongé, ça fait déjà quelque chose de récupérateur pour le physique. Mais pour le repos physique, il y a aussi paradoxalement le fait de bouger pour récupérer, encore déjà petite lutte contre la sédentarité, mais de bouger dans des positions qui font du bien, quoi, de s'étirer ou de faire du yoga. C'est juste de faire des mouvements qu'on n'a pas forcément le moment de faire dans sa journée ou selon notre travail, si on fait un travail qui est éreintant, mais qui physiquement, mais qui est parce qu'on répète un geste ou quoi, et ben faire du yoga, c'est pas plus mal. Et par rapport au repos physique, il y a aussi manger correctement. Bah, pourquoi on a envie de dormir en pleine journée aussi, c'est parce que sans café, c'est parce que bah, on en a aussi trop pris. C'est pour ça aussi que les personnes font parfois des cures où ils mangent très sain pendant quelques jours, parce que ça peut rebooster notre système et le rendre plus comme, comme purifié, je sais pas. Mais en tout cas, ça aide à être plus reposé physiquement. Mais bien souvent, nous nous trompons et on se dit «Ah, je suis fatiguée» et du coup, on se repose physiquement parce que là, bah, ce que j'ai donné, c'est enfin, personne n'est choqué, quoi. C'est les bases du repos, bon, voilà, tu es fatigué, tu t'allonges. Mais bien souvent, on utilise ces types de repos-là pour le repos mental alors qu'il ne faut pas. C'est contre-productif. Parce que les symptômes du repos mental, c'est d'être déconnecté du moment présent. Bon, déjà, qui n'est pas, levez la main, qui n'est pas déconnecté du moment présent si de toute manière, quand on vit tout le temps, on a des distractions pour nous empêcher de penser au moment présent. Bon, soit. Il y a aussi l'oubli de choses, difficulté à se concentrer. Alors ça, je ferai un épisode sur la concentration. Et pensée qui tourne en boucle et stress. Bon, en fait, tous les mauvais trucs, c'est là, quoi. Et stress qui est pas très bon pour le sommeil. Et en fait, une des grandes causes, c'est d'avoir juste notre esprit occupé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous savez que, non mais là c'est grave, hein. L'autre jour, non mais, je suis retombée dans une période où je me suis trop distraite. Là ça va mieux, là je suis bien. Mais en fait, j'avais des trucs qui m'étaient arrivés pas sympas. Et j'étais mal et j'avais pas envie d'y penser. Et du coup, je suis devenue accro à la série Gilmore Girls, parce que c'est une série toute mignonne, où tout se passe bien, et c'était mon refuge. Et comme j'étais pas bien, un- je me suis dit, ce serait trop bien qu'ils inventent un système qui me permette, et je faisais des cauchemars en fait, et je me disais, ce serait trop bien qu'ils inventent un système qui me permette de regarder cette série pendant que je dors, comme ça, genre, je rentabilise mon temps de sommeil en regardant la série et je fais pas de cauchemars. Meuf que c'est horrible quoi, même genre même sur le sommeil, je voulais gratter du temps et me dire, oh là là, c'est quand même grave d'en arriver à un point où je me dis, non mais là, mon esprit déjà est occupé 16 heures sur 24. Qu'il le soit occupé 24 heures sur 24, je m'en fiche. Mais bon, après il y a des périodes comme ça, hein. Si on a des périodes où on veut pas faire face à notre vie, bon bah c'est comme ça, mais faut pas que ça reste pendant des semaines et des semaines, des mois et des années, oh là là. Mais du coup, donc, ce qui est important, pour sortir de la folie de la société de surconsommation et surproduction, et surconsommation, je parle vraiment surtout des distractions, il faut débrancher notre cerveau, mais pour de vrai, régulièrement. Et pour ça, c'est important d'apprendre à se concentrer sur une seule chose à la fois. Donc, par exemple, de bloquer des moments pour une tâche. Pendant ce moment-là, bloquer toutes les notifications, etc. pour être sûr que bah, on est focus sur une chose et qu'on ne peut pas retourner ailleurs, cacher votre téléphone ou je ne sais quoi. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que si on se bloque, par exemple, 1 heure pour écrire une lettre, une grosse lettre, pendant 1 heure. Parce que ça peut être pour le travail, mais ça peut être aussi pour notre vie. Voilà, ça fait longtemps que vous vouliez écrire une lettre. Par exemple, de vous à vous-même, dans un an.
vous vouliez écrire une lettre. Et vous vous dites, ok, je me bloque 1 heure là, et j'écris cette lettre. Et si vous l'avez finie au bout de 50 minutes, vous avez gagné 10 minutes en soi. Enfin, c'est 10 minutes qui ne sont pas prévues dans votre agenda. Et c'est ces petits moments-là qui sont très importants de ne pas gâcher. Parce que c'est pas si fréquent que ça dans nos vies, d'avoir des moments qui se libèrent comme ça. Et souvent, en fait, si on bloque pas des temps pour les choses, on va juste automatiquement prendre des pauses, mais de manière diffuse, et du coup, elles vont pas forcément se faire ressentir comme des vraies pauses. C'est 5 minutes de téléphone par-ci, par-là. Et, et dans ces 10 minutes-là que du coup vous avez gagné, c'est très important de ne pas tomber dans pardon, très important du coup pour votre fatigue mentale, de ne pas tomber dans le réflexe de prendre votre téléphone ou alors de regarder vos mails, de pas faire un truc utile en fait. C'est, c'est dans ces petits moments-là qu'il faut réussir à placer les astuces pour des déconnexions mentales. Enfin, de débrancher votre cerveau. Ça peut être juste, bah, vous avez fini cette lettre. Bon, déjà, cette activité-là, écrire une lettre pour quelqu'un, c'est déjà en soi très bien pour le repos mental. Ça vous permet de décharger des idées ou quoi. Mais bon, pas forcément, ça se trouve, c'est une lettre administrative que vous vouliez faire. Bon, là, ça décharge pas vraiment. Et bah, dans les 10 minutes qui suivent, vous pouvez prendre un carnet, par contre, et tchouk, vous écrivez ce qui vous passe par la tête pour décharger votre mental. Ou alors juste, vous regardez par la fenêtre pendant 10 minutes et vous laissez votre esprit gambader. Ou alors, ça peut être de faire de bouger son corps, de faire des petits étirements. Même debout, vous êtes là, vous faites des petits étirements et vous vous concentrez sur ce moment-là. Mais en fait, c'est important de rester, comment dire, de pas forcément tout de suite tourner vers la consommation et d'utiliser ce temps pour rester avec vous-même. Parce qu'en même temps, si on reste jamais avec soi-même, c'est sûr que notre esprit va être trop plein, quoi, parce que on reçoit, mais on vide jamais. Ça peut être aussi d'écouter une musique apaisante. Bon, voilà. Ça, j'ai pas. Tout le reste, j'ai testé et approuvé. Ça, j'ai pas testé et approuvé de juste être là et écouter une musique apaisante. Je sais pas. Ou alors, mais ça peut être méditer. Vous pouvez méditer. Juste. Ou alors travailler sur votre respiration. 10 minutes. Ça paraît long, hein. Et tout de suite, je trouve que 10 minutes à rester sur TikTok, c'est rapide. Mais 10 minutes à travailler sur notre respiration, tout de suite, le temps paraît tellement plus long. Et on se dit, bah en fait, on en a quoi du temps pour se reposer finalement. Et ce qui est important aussi dans le fait de bloquer du temps, c'est de faire attention de ne pas être en suractivité. Parce que là, bon, bah, j'ai choisi un exemple de quelque chose qui se finit, voilà, écrire une lettre. Mais parfois, on peut se dire, bon, bah là, pendant 1 heure, je m'accorde un temps et je joue aux jeux vidéo. Et en fait, bien souvent, ça va dépasser parce qu'on est addict. Alors que si pendant 1 heure, on se dit, ah, je joue au piano, bah ça va rarement dépasser autant, quoi. Et parce que ça demande. Parce que c'est pas quelque chose d'aussi addictif. Ce qui fait qu'en fait, souvent, on enchaîne les choses et on n'a jamais Déjà, on n'a jamais ces petits moments de finir avant parce que, bah, juste, on le fait jusqu'au bout et même plus. Et ce qui donne cette sensation aussi d'être sous l'eau et de jamais finir les choses et de toujours devoir réenchaîner, etc. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que moi, j'ai un gros problème de bien me rendre compte de combien de temps les choses vont me prendre. Et du coup, par exemple, je me dis, ah bah, écrire cette lettre, ça va me prendre 1 heure, puis au final, ça m'en prend 1 heure et demie, et je suis là, bon, bah. Non seulement j'ai pas mes 10 minutes pour regarder les nuages, mais en plus, j'ai 30 minutes en plus. Mais ça, en même temps, il y a qu'en faisant qu'on apprend, quoi. Donc. Et parfois, j'arrive à être plutôt bonne sur ces choses-là. Mais bon, par exemple, là, je me suis dit, oui, ce podcast rapide, que nenni. J'enregistre depuis tellement longtemps. Un truc récemment dans cette veine-là qui m'a fait du bien, c'était tout bête. Mais en fait, il y a des choses, enfin, je sais pas, qu'on fait pas forcément, encore une fois pour optimiser, mais qu'on fait ça pas forcément pour la chose en soi. Après, l'idéal, pardon, pour décrocher complètement, c'est une journée entière
à le faire, c'est le rêve, quoi. Et du coup, pas trop avec le téléphone. On peut regarder un film parce que bon, voilà, c'est. Mais, mais c'est vraiment essayer de limiter les informations rapides qui arrivent et le surplus d'informations. Et on se rend compte hein, qu'une journée où tu te dis, bah, tu n'utilises pas ton téléphone, il n'y a rien. Et imaginons que tu vois pas d'amis non plus, bon, bah, c'est long, quoi. Et ça fait du bien de se dire, bon, bah, je vais promener 2 heures, puis hop, je fais un puzzle, bon. Et puis tu peux te découvrir des passions aussi, parce que c'est. On est peut-être aussi, tu vois, on est surchargé mentalement, mais en même temps, c'est rassurant, parce que bah, t'es pas face à toi et tu te dis pas, ok, bah là, je fais quoi? Si c'est notre travail qui impose trop, bah là, faut se demander si est-ce que je ne quitterai pas mon travail? Mais après, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, c'est un grand pas et on peut faire d'autres choses avant ça. Mais c'est quand même bien de se poser la question et de se dire, bah, est-ce que vraiment j'ai à subir pour ça, subir ça? Pourquoi je le subis depuis tant d'années? Alors c'est parfois long et difficile de changer et de trouver quelque chose qui nous correspond mieux, surtout que bon, bah, les offres, c'est pas forcément, ce qu'il y a de plus, fréquent. Mais bon, reconnaître, c'est déjà un premier pas et peut-être que ça peut aussi changer notre perspective et refuser des choses qu'on n'aurait pas refusées avant ou des choses comme ça, quoi. Ensuite, il y a le repos émotionnel. Symptômes à fleur de peau, la boule au ventre, le nœud à la gorge. Oh là là, c'est le pire. Hem et le plus mal vu parce que, c'est quelque chose qui est assez, je sais pas, un peu tabou, quoi. Enfin, parce que qu'on soit jeune ou vieux, il y a toujours ce truc de: «Ah, il faut pas pleurer». C'est vraiment, alors que pleurer, c'est hyper important pour relâcher ses émotions, mais il y a beaucoup ce truc de, «Non, non, mais il faut pas que telle personne te voie pleurer, retiens tes larmes, machin». Moi, on m'a souvent dit ça, hein, et que ce soit, dans plein de milieux différents de ma vie. Parce qu'en fait, les gens, ils sont pas, ils ont peur de ça. Il y a personne, personne n'a jamais appris à quiconque ou alors, bon, si tu été spécialisé, des études là-dedans, mais à gérer, quand quelqu'un, pleure. C'est tout le temps: «Ah ben mince, je sais pas quoi faire» et et alors que ou alors il y a toujours un peu ce truc, c'est grave ou machin. Alors, parfois c'est grave, hein, mais enfin pleurer, c'est pas, ça peut aussi être, relâcher les nerfs et bon, ça veut dire quelque chose, c'est sûr, mais il y a toujours cette notion d'un peu le cacher et ce qui est très mauvais pour le repos émotionnel, il faut le laisser sortir. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai un copain qui est qui a très bien compris ça et du coup qui quand me console, il dit pas: «Ça va aller», enfin si, il dit: «Ça va aller», mais il dit pas: «Ça va aller», il dit: «Non, tout est fini». Non, mais enfin, il me dit: «C'est bien, ça fait du bien de d'évacuer» et cetera. Et en vrai, il y a pas, tout le monde qui dit ça. Il y a toujours enfin, on a toujours envie quand on dit qu'on veut consoler l'autre, c'est en fait, on veut essayer de réussir à la faire arrêter de pleurer alors que, bah, faut juste, le laisser finir, de vider son sac. Et alors c'est dans les milieux familiaux et cetera, c'est assez vrai, mais encore plus en entreprise, là, c'est tabou et vraiment, en plus, c'est étonnant, hein, parce que, bah, il y a quand même, le bien-être au travail, c'est plébiscité par beaucoup d'entreprises, mais par contre, pleurer, non, non, non. On veut voir, de différents signes. Le signe pleurer, non, non. On le met sous le tapis. Et il y a aussi le fait de ne pas savoir imposer ses limites. Et ça, moi aussi, j'ai beaucoup de mal, par peur de léser ou quoi, d'autres personnes. Et c'est encore quelque chose qu'on garde et où on dit pas, forcément les choses vraiment et on prend sur nous et cetera et sauf qu'au bout d'un moment, prendre sur nous, bah, ça fatigue. Il vaut mieux, être honnête et savoir se choisir et savoir aussi libérer ses émotions, pas forcément en pleurant, mais en chantant, en riant, en dansant et tout. C'est vraiment des choses qui permettent de même en faisant du sport, hein. Moi, il y a des choses, certaines positions et cetera qui libèrent au yoga, par exemple, c'est, une bonne chose. Ensuite, quatrième repos, le repos social. Et donc là, le symptôme, c'est l'envie de rester seul.
Donc ça, je pense que déjà, on n'est pas tous égaux face au repos social, entre les personnes introverties et extraverties. Et ça, alors, c'est assez lié aussi au fait de dire non, mais du coup, plutôt non aux invitations des personnes qui drainent notre énergie ou qui sont pas ou qui nous apportent pas forcément de l'énergie, et privilégier des relations avec d'autres personnes qui sont plus bénéfiques pour nous, et aussi se connaître et se dire qu'en fait c'est pas forcément même des personnes qui drainent notre énergie, mais à force d'avoir trop de dire oui à tout et d'avoir trop de propositions, trop de sollicitations, bah juste on sature quoi. Et aussi quelque chose d'hyper important, et ça bateau, mais c'est de s'éloigner des personnes toxiques. Ça, bon bah déjà faut les reconnaître, les personnes, et apprendre à s'écouter. Est-ce que vraiment cette personne est bonne pour moi, ou est-ce qu'elle est que j'ai peur quand je suis autour de cette personne, ou que ça vraiment ça me rend stressée ou quoi. Et réfléchir à des solutions pour éviter de côtoyer cette personne. C'est pas toujours facile, parce que ça peut être par exemple votre patron. Bon bah voilà, là c'est encore, on en revient au truc de quitter le travail. Pas toujours évident, mais déjà le reconnaître, c'est aussi se détacher un petit peu, et du coup prendre moins à cœur certaines choses là comme ça, qui peuvent aussi, bah, pareil, repos social et émotionnel, nous enlever une fatigue. Ensuite, le repos sensoriel. Alors là, symptôme de l'irritation, de la colère et de l'agitation. Mais j'ai l'impression que j'ai vraiment tellement de symptômes. Alors pas tout le temps et tous les jours, etc. Mais je me reconnais. Donc effectivement, nos sens sont en fait souvent sollicités. Par exemple, les bruits de moto, les bruits de scooter, les bruits de motocyclette. Oh là là, non mais j'ai une haine des motos. Je n'en peux plus. J'ai pas, en plus, je connais des gens qui font de la moto et tout, et bon, bah, je les aime bien, mais j'ai une haine de l'engin sur lequel ils sont, vraiment, ça fait tellement de bruit. J'en ai. Vraiment, avant, j'étais. Bon, normal, quoi, ça me dérangeait pas plus que ça. J'étais là, bon, ça fait du bruit, mais. Soit. Mais ces dernières semaines, derniers mois, vraiment, j'en peux plus. À chaque fois que j'entends un bruit, mais c'est tellement fort, et t'as l'impression qu'ils font exprès de faire plus de bruit à côté de toi encore, et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, tous les bruits, alors du coup souvent quand on habite en ville, mais bon, même en montagne il y a des motos. Il y a des motos partout, vraiment je ne sais pas. Si vous connaissez une ville où les motos sont interdites, mais dites-le moi, je vais y habiter direct. Et surtout que bon, là moi du coup je l'entends et ça me gêne, etc. Mais il y a des personnes qui sont plus dérangées par le bruit. Mais en fait, le corps, ça a le même effet sur le corps. Même si nous, on l'entend pas, ça a le même effet sur le corps. Et du coup, bah, et il y réagit négativement. Il y a aussi les lumières vives. Et du coup, ça, bah, on le retrouve beaucoup dans les magasins fast fashion ou fast food, etc. Et ça, bah, si on évitait les lumières vives, du coup, on éviterait peut-être des choses qui sont pas top top pour la planète. Donc le silence est important, et on a de moins en moins ces moments-là. Parce que certes, il y a l'environnement de la ville, mais il y a aussi l'environnement qu'on s'impose chez nous, et du coup d'être addict aux distractions. Et bah forcément, on a toujours quelque chose qui nous stimule sensoriellement. Et du coup, chez moi, j'ai un peu instauré la règle du calme du matin et du soir, donc lié au fait que j'ai pas d'écran la première heure de mon lever, et la dernière heure avant de me coucher. Et comme ça, bah, j'ai vraiment au moins 2 heures dans la journée où je suis au calme. Bon, après, je peux pas comment dire, contrôler les bruits de la rue, mais au moins, bah, genre chez moi, je contrôle et je suis au calme. Avant-dernier repos, le créatif. Les symptômes de la fatigue créative, c'est qu'on vit notre vie sans réussir à se motiver à faire quelque chose pour nous. Et donc ça rejoignait ce que j'ai dit à un moment dans ce podcast, qu'on fait tout en fait pour que tout ce qu'on fait est tourné vers l'utilité. Et c'est aussi logique de se dire qu'on crée moins et que c'est moins tourné vers ça, avec tout ce qu'on a à consommer dans nos sociétés. Parce que avant, en fait, les activités qu'on pouvait faire de consommation, c'était, par exemple, avant la télé, c'était bah, la lecture, ou regarder des gens jouer. Enfin, je sais pas, c'était. Il y avait moins une multitude de choix.
Et du coup, bah, peut-être qu'on avait plus de choses créatives. Enfin, peut-être qu'il y avait plus de personnes, je sais pas, qui faisaient du crochet ou des choses comme ça. Et ce qui est important avec le repos créatif, c'est qu'en fait, bah, déjà, ça fait du bien de se sentir inspiré. Et ça peut aider au changement parce que ça facilite la mise en place d'un environnement où, de manière générale, on se sent mieux, on se sent plus chez soi et c'est moins impersonnel. Enfin, on vit plus que ce qu'on survit, quoi. Et ça, il n'y a pas de solution miracle, faut juste le pratiquer, quoi. Faut trouver une activité qu'on fait qui n'est pas forcément tournée dans le sens de l'utilité et surtout quelque chose qui soit créatif ou artistique. Ça, c'est vraiment mon faible, hein. J'essaye ouais, un petit peu avec la gym, vu que j'ai repris la gym, c'est un peu artistique. Mais bon, ça reste quand même du sport. Mais trouver du temps pour ça, enfin, faut réfléchir, peut-être commencer petit au début, se mettre au coloriage ou des choses comme ça. Bon, voilà, ça reste quelque chose d'artistique, mais sans que ça te paraisse impossible. Mais je trouve que c'est dur aussi dans une génération où on partage tout sur les réseaux, de créer quelque chose de cool et de pas se dire ah je vais le montrer à tout le monde. Et sauf que le montrer à tout le monde, ça veut dire ah bah ça peut peut-être plaire, ah bah peut-être que finalement je pourrais vivre de ça. Et on en crée quelque chose et ça a plus cette vocation de juste euh, c'est pour nous et ça a pas d'utilité, c'est vraiment pour faire parler notre créativité et pas pour s'adapter à quelque chose. Parce que c'est ça, c'est le problème, c'est quand on le partage, etc. Et bah c'est pas comme si on l'avait fait simplement pour nous. Par exemple, les podcasts, j'adore faire ça, et même si je le partage, mais c'est pas exactement pareil que si je le gardais pour moi. Bon, après, le podcast, le but, c'est que ce soit écouté, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre comme exemple? Enfin, bon, vous avez compris. Et je remarque, en fait, que même, que c'est vraiment rare, parce que là, je réfléchissais à quelque chose de créatif que j'avais fait ces derniers temps, et je me suis dit, ah bah tiens, je suis allée faire un atelier de poterie. Et en plus, je l'ai pas posté sur les réseaux et tout, et je me suis dit, bon bah ça, c'était vraiment dénué de toute utilité, et ben juste, je suis allée, j'ai fait mon petit pot et tout. Et après, je me suis dit, bah en fait, si, c'est utile. Genre, j'y suis allée et j'ai créé un pot qui va m'être utile, quoi. Genre, après, j'ai fait une coupelle pour mes fruits et un bol pour manger. Et je sais pas si j'aurais fait le cours et juste pour le plaisir de créer si j'avais pas pu après avoir ces pots-là. Mais bon, après, bon, là, c'est peut-être un peu extrême parce que finalement, bon, même si si j'utilise l'objet à la fin, c'était quand même un moment créatif, quoi. J'ai pas fait ça que pour l'objet. Oui, ça faut juste être honnête avec ça. Est-ce que vous faites ça que pour l'objet et vous prenez pas de plaisir à la créativité ou c'est aussi un moment où vous êtes déconnecté votre cerveau et puis tant pis si l'objet est moche, quoi. Et quelque chose qui aide à stimuler la créativité, mais bon, il faut quand même trouver un truc sur lequel être créatif, c'est le contact avec la nature. Et ça, bon, c'est un peu, voilà, dans un podcast de durabilité ou quoi. Mais c'est vrai, hein, en fait, on sous-estime la réponse de notre cerveau quand on touche, alors pas forcément quand on touche de l'herbe, mais même si on regarde les arbres, etc., le bien-être que ça nous procure et la réponse de notre cerveau qui peut stimuler différentes zones pour être plus créatif. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'hyper important, la créativité en soi. Et bon, déjà, c'est remplacé par des outils qui sont vraiment jaunes. Et je dis ça parce que l'IA est de plus en plus jaune. Les images générées par IA ont tout un filtre jaune horrible, là. Et bon, qui prend du plaisir à générer une image par IA Alors que si tu la dessines, waouh. Bon, après, moi, je sais pas dessiner. Ça, c'est vraiment un problème, hein. Mais et dans ma tête, en plus, c'est impossible que j'arrive un jour à dessiner. Mais qui sait, peut-être que je serai la nouvelle Frida Kahlo. Mais bon, du coup, ça reste aussi dans les petites touches de se dire, bah là, j'ai 10 minutes, bah, est-ce que j'irais pas vraiment juste sortir dehors, quoi. Limite, enfin, t'as pas forcément besoin d'une raison pour sortir dehors, tu peux juste bah, te dégourdir les jambes et hop, même si t'habites au 4e étage sans ascenseur, tu descends et tu vas... tu fais le tour du quartier et tu regardes les quelques arbres qu'il y a autour des immeubles. Et enfin, last but not least, le repos spirituel. Les symptômes, c'est que normalement, on a un alignement entre nos valeurs et nos actions. Ce que j'essaye de montrer là dans ce podcast, que bon, si vous avez des actions de respect de vous, des autres et de l'environnement, faudrait peut-être se reposer un peu. Et ben, on le sait quand on est en dissonance au fond.
Et ce qui fait qu'on a alors c'est pas la fatigue comme la fatigue physique, c'est pas tu le ressens pas autant, mais cette dissonance dans ta vie, c'est pas de tout repos non plus. Et c'est compliqué, je trouve, d'avoir ce sentiment, déjà, bah, d'alignement, mais même aussi c'est un sentiment d'utilité, de voir ce que tu fais, c'est bien, effectivement aligné à tes valeurs et que tu contribues, au bien, quoi. Et en fait, souvent, bah, on voit pas vraiment le résultat de ce qu'on fait et du coup, c'est difficile de se rendre compte du bien qu'on fait. Voilà, bon, je répète beaucoup qu'on fait. Et quelque chose qui peut aider facilement à enlever un peu ça, c'est d'aider concrètement les gens, que ce soit à travers son travail ou juste bah, aider une mamie à traverser la rue. Bon, même s'il y a pas. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais eu l'occasion d'aider une mamie à traverser la rue, mais bon. Peut-être parfois porter les caddies dans le métro. Mais c'est avoir ce lien-là, ça rend un peu concret le sentiment d'utilité et du coup peut-être d'être moins en dissonance avec ses valeurs, à part si vous avez des valeurs de destruction, etc. Mais ça, j'imagine que vous ne serez pas sur ce podcast-là. Ensuite, j'aimerais parler d'une solution qui regroupe à la fois le repos mental, social, émotionnel et créatif et sensoriel. En fait, tous les repos sauf le repos physique et le dernier repos. Non, en fait, même spirituel. En fait, tous les repos. La solution qui, si vous la faites, ça sera bien, qui reprend un peu des choses que j'ai déjà dites, mais qui est l'importance de prendre son temps et de ralentir. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vu il y a très longtemps dans un podcast qui s'appelle The Happiness Lab, qui est dont l'hôte du podcast est le docteur Laurie Santos, qui est une professeure à Yale, une américaine. Et en fait, elle avait interviewé un mec qui s'appelait Tom Hodgkinson. Attends, Tom Hodgkinson. Voilà. Qui lui prône, alors qu'il est un écrivain, et qui prône le fait qu'il profite pleinement de la vie parce qu'il se réserve des temps pour flâner, pour réfléchir, pour discuter avec des amis, pour faire la sieste. En fait, tous ces temps qui sont pas une activité utile. Et il affirme que le repos est essentiel pour mener une existence heureuse, créative et productive. Et je trouve ça intéressant qu'il utilise le mot productif, qui montre bien qu'on voit trop le repos comme bah, il faut le mériter et ça nous permet de tenir, et pas comme bah, en fait on est peut-être fait pour être sincèrement reposé et sincèrement s'écouter pour pouvoir ensuite être productif au travail parce qu'on aime le faire. Il prend vraiment le fait de pas rentabiliser son temps de partout et bah, si tu pars en voyage, bah essaye de pas travailler dans le train et de regarder par la fenêtre. Ou ouais, en fait de vraiment décorréler les choses que tu fais pour vivre pleinement en fait. Pour pas que tu sois toujours dans l'attente de la chose suivante et que dès que t'as fini en avance ou fait quelque chose, tu sautes sur cette opportunité pour faire plus encore. En fait, finalement, se reposer, c'est aussi avoir ces moments-là où on prend notre temps et en fait, on prend le temps d'observer notre environnement. Et franchement, moi, c'est dans ces moments-là que je me sens le plus vivre et je me dis, mais en fait, le repos, c'est aussi ouais, c'est ces moments où on est tellement dans le présent, on pense tellement pas à la chose suivante ou quoi, enfin, tellement décorrélé du stress ou quoi, que enfin, ça fait un bien fou, quoi. Et c'est ça le vrai repos mental, émotionnel, etc. aussi, c'est d'être. Une fois, j'étais dans un parc et c'était ma pause midi. Et au lieu d'aller direct dans un café pour travailler en même temps, je me suis dit, ben, je vais me poser. Et il faisait beau, bon, ça aide. Mais je me suis juste posée dans le parc et j'ai regardé la vie. J'ai regardé les petites fleurs, les petits papillons. Il y avait quelqu'un qui arrosait les plantes et il y avait un vieux papy à côté de moi qui faisait la même chose. Et je me suis dit, mais on a tout compris. Et c'est tellement rare d'être dans cette situation où nos pensées nous font pas peur, où on pense pas à 36 000 choses et juste on pense à ce qu'on voit et que ça. Ça permet aussi de s'arrêter un peu. Parce que sinon, en fait, on voit pas notre vie passer, quoi. Si on est tout le temps la tête dans le guidon à enchaîner les choses, comment on peut se rendre compte qu'on vit? C'est difficile.
Ça me fait penser au film là, La folle journée de Ferris Bueller, qui dit, j'ai déjà dû citer cette citation dans ce podcast: Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you might miss it. Il dit peut-être pas ça exactement, mais ce qu'il a voulu dire en tout cas. C'est ce que je me rappelle de la citation, mais je pense que ça va être ça. Mais en gros, la vie ça va vite. Si tu t'arrêtes pas pour prendre du recul, tu vas la louper. Et bon, c'est hyper cliché, etc. Mais en même temps, c'est hyper cliché, mais personne ne le fait. Donc c'est ça en fait aussi, se reposer. C'est juste parfois, bah, tu t'arrêtes et tu prends le temps. Et ça peut te permettre de te rendre compte où tu es et de te dire: est-ce que j'irais pas plutôt dans l'autre direction? Là, je m'enfonce dans un tunnel dont je ne vois pas le bout. Et ça, c'est très lié au fait de se remettre dans le concret des choses aussi, quoi. Parce que tu peux pas faire ça à travers un écran ou quoi, c'est de observer la vie de manière générale, bah, ça te transporte dans le monde réel. Je sais pas, je suis très évanescente et j'ai du mal à réaliser les choses et à croire qu'elles sont réelles. Enfin, j'ai ce problème-là. Et enfin, je sens bien, c'est pas, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je comprends que les choses soient réelles, mais j'ai du mal à me sentir dans le concret, quoi. J'ai du mal à facilement avoir ces moments-là où je pense à rien d'autre et je suis juste dans le concret et j'observe la nature, etc. Mais parce que je le pratique pas assez, hein, Et ensuite, de manière générale, je pense que c'est important aussi de valoriser le repos autour de soi et de pas faire culpabiliser les gens parce que il y a machin. Et moi, j'ai de la chance parce que j'ai un entourage qui le fait assez. Et du coup, j'essaye aussi de le faire, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est important de pas juste laisser passer les choses et de dire non, mais en vrai, bah, on peut aussi voir les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et peut-être que les gens se diront: ah oui, c'est vrai que le repos, c'est pas final, c'est pas si mal finalement. Surtout que c'est assez honorable finalement de vouloir se reposer parce que c'est aussi derrière toute la logique de, bah, en fait, je veux avoir un rythme qui me permet d'être serein et sortir un peu de cette folie de toujours plus et toujours plus consommer et toujours plus produire. Et du coup, bah, toujours plus exploiter l'appareil, la planète. C'est un peu une logique rapide, mais en même temps, enfin, l'inverse ne serait pas vrai, quoi. Plus on consomme, plus on exploite. Là, jusque-là, c'est vertueux, c'est un cercle vertueux de se reposer parce que c'est dans ces moments-là aussi, en contact avec la nature, etc., qu'on a, qu'on... qu'on a le plus d'énergie pour continuer à se reposer correctement et pour se dire: ok, bah j'en ai marre de participer à toute cette exploitation et plus ne m'apporterait pas forcément plus de choses, plus d'activités, plus d'objets, etc. ne m'apporterait pas forcément plus de bonheur. Donc pourquoi est-ce que je passerai pas plus de temps à faire des choses qui sont sincèrement bien pour moi et qui sont sincèrement pas mauvaises pour la planète, parce que là, tout ce que j'ai cité dans les choses pour se reposer, bah, ça exploite pas les ressources planétaires, quoi. Donc voilà, c'est un changement qui prend du temps. Je ne suis pas la meilleure là-dedans, mais j'ai implémenté déjà plein de choses dans mon quotidien qui m'ont beaucoup aidé. Donc voilà, je vous partage tout ça, j'espère que ça vous sera utile. On va passer à la conclusion. Pour résumer, il faut moins de canapés sans bouger, plus d'activités en pleine conscience et savoir poser des limites à son travail et à son entourage. Il faut se reposer avant d'être fatigué. Donc là, apprendre à s'écouter soi et à se dire: est-ce que là je me repose parce que vraiment c'est la limite, ou est-ce que je pourrais faire un peu plus, ou est-ce que là je fais trop parce que le fainéantise entraîne la fainéantise. Et se dire que ce n'est pas être fainéant, à part si vraiment vous dites que vous êtes fainéant, mais voilà. Mais que c'est un choix, une voie qui nous correspond et qui nous permet d'aimer ce qu'on fait, d'aimer vivre. Et ça, je trouve ça important aussi pour sortir du cercle d'être un peu dépressif et de se dire: bon, bah, de toute façon, au travail, voilà, faut bien travailler parce que je sais pas quoi faire autrement, et puis quand je rentre, en fait, je consomme. Bah, il faut sortir de ce cercle et se dire: bah non, j'essaye de faire de nouvelles choses, et le sport, c'est tellement une bonne porte d'entrée, je trouve, pour ça. Et ça permet après d'éviter de consommer trop de café. Voilà. Finalement, j'aurais pu faire juste un podcast sur comment arrêter de consommer trop de café. Et puis, en fait, je parle du repos, parce que bah, finalement, on peut... Bon, après, il y a des alternatives, hein, au café, mais si on veut arrêter tout court,
et enlever cet esclavage, et ben il fallait écouter tout ce podcast. C'est facile de dire aux gens ouais, arrêtez de boire du café, c'est mauvais pour l'environnement. Mais non, il faut dire vous n'êtes pas assez reposé. Comme ça après, hop, on arrête le café. Bon, maintenant je vais répondre aux 3 questions que je me poserais s'il y avait un invité, mais bon, j'ai fait cet épisode seule, donc je me les pose à moi-même. Déjà, est-ce que j'ai une recommandation de livre, de film ou de podcast pour le passage désirable à l'action? Et je ne peux que vous recommander l'épisode du coup dont j'ai parlé juste avant, qui s'appelle, je le mettrai en description, From... Attends, non, pardon. For... ah non, mais c'est un titre compliqué. For whom the alarm clock tolls. Ce qui veut dire, en gros, pour celui qui a son réveil qui sonne. Du podcast, du coup, The Happiness Lab de Laurie Santos, du docteur Laurie Santos. Qui est l'épisode avec le monsieur là, mais aussi une autre intervenante, est très intéressant sur notre rapport au temps et aussi notre rapport du coup au repos, mais c'est pas la chose centrale, mais c'est aussi notre rapport à l'heure, de se dire que en fait on a de l'heure partout tout le temps et que tout est hyper cadré, etc. Enfin voilà, donc très très intéressant. Vous verrez que j'ai pris quelques idées de ce podcast pour ce podcast-là. Les podcasts nourrissent les podcasts. Deuxième question, selon moi, la chose la plus facile à mettre en place à l'échelle individuelle et ayant le meilleur impact, ou enlevant un impact négatif. Et bah là, ce serait vraiment d'arrêter le café, parce que c'est... En tout point, c'est quelque chose qui est tellement normalisé et qui est tellement mauvais pour le sommeil et le repos. Enfin, c'est le cercle vicieux, c'est la définition du cercle vicieux. Et enfin, dernière question. Quelle est l'action vers un mode de vie durable qui a augmenté votre bien-être? Et ça, c'est du coup toujours lié à ces questions de repos. C'est le fait d'avoir enlevé mon réveil. Et alors, pas presque, parce que parfois, il faut le mettre. Mais la plupart du temps, je me réveille naturellement. Et ça, c'est un luxe qui ne devrait pas en être un selon moi. Mais c'est un luxe. Et vraiment, j'insiste, j'ai un peu cette peur de retrouver une vie où je dois mettre un réveil, pour tout dire. Mais je trouve que ne pas avoir le stress du réveil le lendemain, ça permet déjà de s'endormir plus facilement. Et au final, on se réveillerait à la même heure que si on avait un réveil, ou presque. Mais c'est très difficile parce que il y a peu de flexibilité dans les entreprises et les cours. Forcément, c'est pas toujours évident. Mais je me dis que si on instaurait un tout petit peu plus de flexibilité, ou alors que même nous, dans notre organisation, on prévoyait large, ou je sais pas, mais c'est hyper dur à mettre en place. Et je pense que je suis très chanceuse de pouvoir le faire. Et ça veut pas dire que je suis fainéante, hein, je travaille et j'accomplis des choses et je vis. Mais je suis moins fatiguée et c'est tellement bénéfique pour mon sommeil. Je sais qu'il y a une application qui existe qui permet de mettre un réveil, alors qui calcule comment tu dors, etc. et qui permet de mettre un réveil qui te réveille à la fin d'un cycle. Donc déjà, ça c'est mieux que rien. Je la mettrai en description. Mais, euh, mais ne pas en mettre du tout, c'est le rêve. Hein. C'est comme dirait Georges Sand, le repos est un rêve. Mais là, pas mettre de réveil, c'est un rêve. Là, je me rends compte de ma chance. Mais pour ça, faut essayer aussi de... Ça marche aussi parce que j'ai des heures de coucher fixes. Et du coup, j'ai pas des heures de lever folle, quoi. Je me réveille pas super tard ou quoi. Faut réussir à avoir une certaine rigueur, quoi, pour enlever le réveil pour pas... et que ce soit vraiment bénéfique. Mais après, du coup, si si c'est impossible d'enlever le réveil, peut-être essayer de le mettre... de se coucher plus tôt que ce que vous auriez fait pour le mettre. Par exemple, si vous avez besoin de 9 heures de sommeil, vous le mettez au bout de 9h30 après votre coucher. Comme ça, vous serez réveillé avant normalement. Puis bon, si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais peut-être que ça peut éviter de le mettre au cas où, quoi. Mais en fait, vous vous réveillez naturellement. Ça peut être une solution. Et ensuite, une petite astuce pratique pour voilà, se dire, bon, après ce podcast, qu'est-ce que je pourrais mettre en place là maintenant pour m'aider? Je pense qu'on est tous victimes d'une fatigue mentale, émotionnelle, etc., plus que physique.
c'est de concrètement dans son agenda, de se bloquer 2 heures par semaine. Ça peut être, 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, mais que vraiment pendant ces 30 minutes-là, de faire une activité qui soit libre, mais tout en restant, dans qui soit pas consommée. Ça peut être n'importe quoi et on peut se dire: «Ouais, 2 heures, c'est long», mais en fait, c'est pas tant que ça et de se dire: «Bah, voilà, pendant ces 30 minutes-là, c'est mon temps à moi, je fais ce que je veux». Ça peut être, bah, juste, appeler une amie ou faire des choses comme ça, mais c'est 30 minutes, enfin, c'est ces 2 heures où ce sera pas tourné vers il faut que ce soit productif, mais juste faire quelque chose dont vous avez envie, si possible créatif ou quoi, pour, vous décharger mentalement. Et je pense que c'est important vraiment de le prévoir, parce que souvent, en fait, on se laisse, submerger par tout ce qu'on a à faire et on prévoit même plus de moments pour ne rien faire. Ça peut juste être, bah, déambuler dans les rues, mais quelque chose qui ne soit pas tourné vers la productivité et vers faire le plus de choses possible, mais juste être là, quoi. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Si vous connaissez une personne fatiguée, partagez-lui. Si tous vos proches sont fatigués, partagez-le à tous vos proches. Bon, c'est la petite technique pour avoir plein de partages ou quoi. J'espère aussi que vous mettrez en place des petites techniques qui ont été mentionnées dans cet épisode et que vous serez moins fatigués et que ça vous a motivé vers une vie un peu plus engageante et un peu plus positive parce que enfin, même moi je le remarque quand je suis fatiguée, je suis irritable, etc. Et du coup, irritable, c'est la fatigue sensorielle. Donc là, si je suis irritable, je me dis, bon, là, je mets mes écouteurs anti-bruit et je vais m'allonger dans un parc. Oh. Sur ce, j'espère qu'après cet épisode, vous prendrez un grand bol d'air frais et que vous irez toucher les branches d'un arbre. Mais faites attention parce que l'autre jour, non mais ça, je marchais dans les rues de Paris et j'ai vu un monsieur qui finissait de faire ses besoins et qui s'est essuyé sur les feuilles. Donc, ne touchez pas toutes les feuilles que vous voyez, touchez-les des regards parce qu'il y a peut-être du pipi dessus. Voilà, sur ce, à bientôt.